Tous ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Comme chaque mardi, nous sommes en direct pour parler de votre santé. Nous avons le plaisir de vous accompagner tout au long de ce mois sacré pour vous aider au mieux à accomplir justement ce troisième pilier de l'islam en toute sérénité. Ce soir, notre émission est consacrée aux enfants avec mes invités. Nous aborderons deux sujets différents. D'abord, la circoncision, ce rituel souvent pratiqué pendant le ramadan. Quelle est son importance pour la santé de nos enfants? Par qui et dans quelles conditions doit-elle être pratiquée? Nous parlerons également du jeûne des enfants, comment les accompagner pour l'observer sereinement, sans conséquence sur leur santé. Voilà en gros le propos de notre émission ce soir, et pour développer autour, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Waliken Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien pédiatre installé à votre compte à Alger. Bienvenue. Oui. Chez Raga, plus précisément. Oui, voilà. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Riaté Mostafa. Vous êtes pédiatre, vous êtes président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, la FOREM, qui n'est plus à présenter. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous. Alors, je le disais en préambule, nous parlons ce soir de deux thèmes pédiatriques, en l'occurrence la circoncision et le jeûne des enfants. Nous commençons peut-être avec la circoncision. Professeur, c'est typiquement culturel de pratiquer la circoncision pendant le ramadan. Il n'y a rien de religieux qui indique qu'il faut la pratiquer ou la faire pendant le ramadan. Oui, effectivement, c'est une tradition abrahamique, Tassida Ibrahim, qui a été reprise par l'islam et qui est considérée comme, si vous voulez, une sacralisation en quelque sorte de l'enfant qui rentre réellement dans la communauté musulmane. C'est pour ça qu'on lui donne beaucoup d'importance. Le fait de la pratiquer durant le ramadan n'a pas de... disons, n'a pas de source importante. Oui. L'essentiel, c'est de la faire. Au temps du prophète, on pouvait la faire à partir du 7e jour. Il est recommandé de la faire précocement, c'est-à-dire au cours des premiers mois de la vie, les premières années, ne pas attendre. Oui, on va y revenir voilà. Pour l'âge idéal. Mais si vous voulez, pour ce qui est du moment de l'année... on a le choix, en fait. On a le choix. Oui, c'est typiquement culturel. Alors, je pose cette question quelque part aussi, docteur Waliken, parce que on a tendance à voir pendant le mois du ramadan beaucoup de personnes qui font la circoncision. Parfois, on voit aussi des circoncisions collectives qui ne sont pas sans risque et sans danger sur les enfants, justement. Tout à fait. Écoutez, les circoncisions en masse, le plus souvent, oui, à la veille, oui, à la veille, oui, à la moitié, voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on voit l'afflux et beaucoup de demandes, mais on va dire que c'est vrai qu'il y a un risque, en fait. Le risque est celui déjà de la collectivité. On ne sait pas qui c'est qui porte, comme par exemple en temps de pandémie, oui. Où c'est franchement déconseillé. Et il y a aussi les risques d'enfer, et c'est-à-dire le nombre, à partir d'un certain nombre. Jusqu'à 300 enfants par circoncision. Je pense que c'est humainement impossible de faire... plus de 10, par exemple, après on est fatigué, c'est-à-dire le chirurgien est fatigué, donc c'est là où les risques commencent, les risques de faire des... voilà, on va y revenir plus en détail de toutes les manières pour parler aussi éventuellement de l'hémophilie qui présente aussi un risque en cas de circoncision. Mais entre-temps, je vais vous proposer de regarder justement un reportage qui revient sur la circoncision. C'est un reportage signé Abdelraouf Hamouche. Regardez. La circoncision, ce rituel qui représente à la fois les descendants de Sidna Ibrahim et l'entrée du circoncis dans la communauté musulmane. C'est un acte de petite chirurgie pratiqué chez le garçon dès son plus jeune âge. Alors la circoncision, l'âge idéal, c'est vers l'âge de 3-4 ans. En fait, c'est pour laisser le temps au prépuce, qui est la peau juste qui recouvre le gland, qui recouvre le gland du pénis, on lui donne le temps de se rétracter. Mais pour des raisons religieuses, on les fait de plus en plus jeunes, voire la naissance. Et la préparation psychologique, bien sûr, il faut en parler déjà à l'enfant, et parler surtout aux parents qui doivent aussi lui en parler, parce que le stress, le plus gros stress, c'est les parents qui transmettent le stress à l'enfant. Et il faut lui expliquer lui expliquer carrément le geste. Avant la circoncision, un bilan préopératoire est demandé. Il s'agit d'un groupage sanguin et d'un bilan de TP. Une prévention qui part à toute complication, notamment celle liée à l'hémophilie.
La maladie, l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui est transmissible. En fait, c'est la maman qui transmet cette maladie aux garçons. Voilà. Donc, en fait, généralement, c'est-à-dire, elle est diagnostiquée le jour de la circoncision. Pourquoi? En fait, le saignement peut s'arrêter, mais il peut reprendre. Tout le TCK, le temps de céphaline kaolin, le temps de saignement, qui va nous permettre d'avoir, c'est-à-dire le temps de saignement de l'enfant. Est-ce qu'il se coagule dans les temps? Lorsqu'un enfant doit subir une circoncision, cela doit impérativement être dans un cadre médical, et ce, afin de prémunir de la bonne santé du jeune garçon. On a vu un peu un reportage qui nous a un peu expliqué qu'est-ce que la circoncision, mais faut-il le rappeler peut-être? C'est quoi une circoncision, docteur Waliken? Oui, alors la circoncision, c'est la postectomie en termes médicaux, ou ablation du prépuce. C'est la peau qui est en plus, c'est-à-dire qui recouvre le gland, qui est en plus. C'est une peau qui est composée de muqueuse et de peau, en fait. Donc on doit enlever. Pourquoi? Parce que il y a des sécrétions par des glandes qui sont situées au niveau de ce prépuce et qui sont pourvoyeuses d'infections. Qui peuvent, on peut avoir des urétrites, des infections urinaires qui peuvent donc monter et contaminer la vessie et même le plus haut appareil. Donc c'est pour ça qu'on fait. Il y a même des études qui ont été faites récemment, ou il y a quelques années, sur les infections du SIDA, oui, VIH et même du HPV. Les hommes qui sont circoncis sont moins atteints que les hommes qui ne le sont pas. Le système immunitaire devient plus efficace. On ne sait pas par quel moyen, mais en fait, c'est le système, c'est le prépuce. Oui. On sait que c'est le prépuce. C'est la répétition des infections, et ça a été recommandé il y a déjà plus d'une quinzaine d'années par les instituts de santé des États-Unis, les NIH, et par l'OMS. C'est devenu un acte préventif, si vous voulez, la circoncision, justement pour éliminer ces infections répétées. Mais il faut savoir qu'en Algérie, les infections répétées, surtout les infections urinaires, sont pourvoyeuses d'insuffisance rénale. Et on a beaucoup de malades au niveau de la dialyse qui sont justement liés, parce que c'est des infections négligées pendant longtemps. Qui ne sont pas traitées, donc aujourd'hui, on doit considérer la circoncision comme un acte de prévention qui équivaut au vaccin très important qu'on est en train de faire. Oui, tout à fait. Pour rappeler que ça remonte à la civilisation égyptienne. Juste pour appuyer un peu ce que vous venez de dire, professeur, justement, alors il y a, selon une revue américaine qui s'appelle Closed Medicine, la circoncision réduit près de 60% le risque d'infection par le VIH-Sida, mais aussi d'autres infections, justement, qui sont évitables grâce à la circoncision. J'ai envie de revenir aussi sur un aspect un peu technique avec vous, docteur Waliken. Alors, on a vu dans le reportage, la circoncision est un acte chirurgical, même si on a tendance parfois à le banaliser. J'ai envie de dire, quelles sont les conditions et par qui doit-il être pratiqué? Quelles conditions d'asepsie surtout? Tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, il faut respecter l'hygiène, il faut respecter l'espace là où on doit faire la circoncision. Idéalement, il faut le faire dans un milieu hospitalier. Hospitalier, pourquoi? Parce que déjà, le fait qu'on va faire la circoncision sous anesthésie locale, l'anesthésie locale n'est pas c'est-à-dire on peut faire des chocs, on peut faire des effets. Il y a des effets secondaires par rapport à l'anesthésie locale. Et puis, comme c'est un geste chirurgical, c'est une intervention chirurgicale avec des repères, donc c'est un geste très important qui doit être fait par un spécialiste, c'est-à-dire idéalement un chirurgien. Voilà. Justement, je vous pose cette question parce que sur la page Facebook de l'émission, il y a quelqu'un qui pose la question: un médecin généraliste peut-il pratiquer ce geste? Ça se faisait il y a quelques années, docteur. Ça se fait toujours dans d'autres pays. Je veux dire, si vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie a enregistré durant les 5 dernières années plus d'1 million de naissances. L'année dernière, c'est 1 100 000 naissances. Cela veut dire qu'il y a 600 000 enfants pratiquement à faire circonciser tous les ans. Nous avons une tradition qui fait que la majorité sont justement présentés à la circoncision durant le Ramadan. Quel est le nombre de chirurgiens qu'on a qui pourraient absorber toute cette masse-là, donc, et la faire dans de bonnes conditions?
Parce que le fait d'avoir arrêté ou d'avoir interdit... Il faut rappeler qu'en 2006, le ministère de la Santé, justement, a interdit depuis 2006, justement, que cet acte soit pratiqué par des généralistes. Parce qu'il y a eu des accidents, il faut le rappeler. Il y a eu un accident à Constantine, le ministère a réagi. Il n'y a pas eu une étude. Sur la faisabilité, sur le problème, etc. Donc aujourd'hui, il faut peut-être le demander. S'il y a des médecins généralistes, leur diplôme leur donne droit à faire des petits actes de chirurgie, donc il faut les former. Et ils pourront à ce moment-là faire quelques interventions au cours de l'année. Ça réduira la pression sur les hôpitaux, sur les services de chirurgie, et ça va se faire dans de bonnes conditions à partir du moment où ils ont cette compétence à pratiquer ces interventions. Vous êtes d'accord, docteur Waliken? Oui, tout à fait. Écoutez, il n'y a pas de raison. Du moment que nos enfants... Vous pensez qu'il y a beaucoup de pression sur les chirurgiens pédiatres? Au niveau des hôpitaux, oui. Oui. On a travaillé durant... moi, personnellement, on a travaillé... On nous ramenait surtout les circoncisions en masse qui viennent. C'est par bus? Oui, par bus, c'est des associations qui viennent, etc., de partout. Donc, effectivement, on devrait songer à former nos médecins généralistes et à voir. C'est vrai que il y a beaucoup de variétés anatomiques. Souvent, on reçoit, par exemple, l'enfant qui va chez le médecin généraliste et qui voit qu'il y a un problème, qu'il y a une malformation, donc il touche pas à l'enfant, donc il l'envoie chez le chirurgien pédiatre. Et ça nous arrive de continuer la circoncision parce qu'on dit que c'est rien du tout. En fait, c'est juste un pénis qui est enfoui ou il y a plus de peau que d'habitude, ou le méa, peut-être que pour lui, il n'est pas apical, or que il est tout à fait normal. Donc voilà, effectivement, on devrait donc soulager, je veux dire, les chirurgiens. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un âge idéal pour la circoncision? Alors, pour la circoncision, idéalement, il faut la faire. Professeur Riaté, on a touché tout à l'heure un mot, il a dit, voilà, dès la naissance, pratiquement. Dès la naissance, idéalement, c'est par rapport à la cicatrisation, par rapport à l'enfant qui, en fait, ne se rappelle pas de ce... Ne sera pas traumatisé. Oui, il ne se rappelle pas de ce geste, mais sur le plan médical, pourquoi? Parce que quand l'enfant il naît avec un phimosis, et le phimosis, il est physiologique jusqu'à l'âge, généralement jusqu'à l'âge de 6 mois, mais il peut aller jusqu'à l'âge de 3-4 ans où cette peau qui est collée au gland, elle va se rétracter d'elle-même. Donc, idéalement, on dit vers l'âge de 3-4 ans, c'est-à-dire pour ne pas avoir de gestes brusques par rapport au gland, parce qu'on risque de le blesser, etc. Mais sur le plan religieux, rituel, on le fait à la naissance, et comme on a dit tout à l'heure, donc à partir du 7e jour... Peut-être qu'il y a d'autres aussi aspects pour lesquels il faudrait retarder un peu cette opération, quitte en l'occurrence le fait de faire des examens préopératoires, parfois, quand on le fait dans la précipitation, dès la naissance, au bout d'une semaine, on fait la circoncision du petit, alors qu'on ne pense pas forcément à faire un bilan préopératoire, et cela peut être très dangereux. Tout à fait. Il y a des cas où, comme dans l'hémophilie par exemple, où il y a des régions où on fait la circoncision sans bilan, c'est-à-dire c'est le barbier du coin ou ça se faisait avant. Ça se faisait, mais bon, de moins en moins, mais de moins en moins, mais il en reste quand même. Oui. Donc c'est là où le drame arrive. L'enfant saigne ou saigne plus tard, parce que généralement dans l'hémophilie, c'est le saignement reprend. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc effectivement, c'est par rapport à ça. Donc on doit faire un bilan préopératoire, détecter s'il y a une anomalie, surtout au niveau du temps de saignement. Donc c'est à partir de là qu'on doit engager d'autres examens pour diagnostiquer s'il y a une éventuelle hémophilie. Et même chez d'autres enfants, par exemple des enfants qui naissent avec des IMC, des insuffisances motrices cérébrales, à la demande des parents, on est obligé de faire la circoncision. Ils le demandent, donc on le fait à un âge plus tardif. Les épileptiques aussi, avec plus de précautions, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retarde. Quel genre d'examen on doit demander pour... Alors, c'est un bilan biologique tout simple. On demande une FNS, c'est-à-dire une formule de numération sanguine à la recherche s'il n'y a pas une anémie, le taux de plaquettes qui est très important à vérifier, le temps de saignement, le temps de prothrombine aussi, et le groupage sanguin. Voilà.
ces 3 paramètres qu'on demande. Oui. Professeur, j'ai envie de m'attarder un peu peut-être sur cette question d'hémophilie. C'est une maladie qui touche beaucoup de monde en Algérie. On est à peu près 2000, on a à peu près 2000 hémophiles. On parle aussi d'un hémophile sur 5000 naissances. Quels sont les risques chez ces enfants si jamais on fait une circoncision sans le savoir, hein, parce que parfois on peut découvrir malheureusement qu'une personne est hémophile à l'occasion d'une circoncision. Normalement, on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que justement, on fait un bilan préopératoire et c'est un acte qui se fait en milieu hospitalier. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Ceci dit, les gens qui sont amenés à faire des circoncisions sont tous prévenus par cette possibilité-là, d'ailleurs qu'ils redoutent énormément et ils prennent leurs dispositions pour, parce qu'ils posent toujours des questions, même avec un bilan normal, ils posent des questions, généralement aux parents, est-ce qu'il y a des cas, puisque c'est des maladies héréditaires, donc il y a toujours des cas dans la famille, et souvent la famille vous le dit à l'avance. Parce que les parents savent que l'hémophilie peut entraîner des problèmes à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que ça commence déjà au jeune âge. L'enfant tombe, il fait une bosse au niveau de la tête, il se blesse, le sang ne s'arrête pas, donc ça pose énormément de problèmes. Je veux dire que mais le risque, si vous permettez, professeur, le risque se pose aussi chez les hémophiles modérés, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas de symptômes. On peut ne pas remarquer qu'ils ont des problèmes. Quelle que soit l'hémophilie, les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire c'est l'incoagulabilité du sang. Donc ça veut dire que c'est lorsqu'il y a un choc, lorsqu'il y a une plaie, lorsqu'il y a n'importe quoi, le sang commence à saigner, ne coagule pas, et ça pose problème. Et puis, c'est dans la famille, c'est-à-dire vous avez déjà sur 2 ou 3 générations, les parents... C'est déjà arrivé qu'on soit hémophile sans antécédents familiaux, hein, professeur? Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister parce que le gène est porté par le chromosome X de la maman et il est transmis à l'enfant, donc ça ne peut pas exister. C'est vrai qu'il peut y avoir des formes frustres, c'est-à-dire où les signes ne sont pas très importants, mais elles sont relativement rares. Le plus souvent, l'hémophilie fait parler d'elle. Donc, elle s'exprime. Elle s'exprime. Voilà. Alors, est-ce qu'une anémie aussi peut être une contre-indication, Dr Welikhen? Ça dépend. Si elle est sévère, oui. On devrait, parce qu'il y a une perte de sang quand même pendant la circoncision quand on jugule, parce qu'on est là, tout de suite on vérifie les petites vénules qui saignotent et donc on les suture. Mais quand il y a une anémie sévère, oui, on retarde. Mais sinon, si c'est une hémoglobine correcte à 10... Jusqu'à 11 grammes, ça va? Oui, tout à fait. Donc c'est bon. Mais il faut dire que chez le jeune enfant avant 3 ans, le taux d'hémoglobine peut être assez bas. Exactement. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore commencé à fabriquer lui-même ses propres. Il fabrique ses propres globules rouges, mais il n'a pas la capacité d'avoir les mêmes taux. Donc il est en voie un peu de formation, ce qui fait que les taux d'hémoglobine au cours de la période de 1 à 3 ans peuvent être relativement bas, autour de 11-12 grammes. Donc, mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Oui. Alors, j'en disais un mot tout à l'heure, mais j'ai envie quand même qu'on s'attarde là-dessus, sur les circoncisions collectives qui peuvent se faire aujourd'hui. On est au 22e jour du mois du Ramadan. Alors, on a tendance à le faire à la veille de la nuit du doute. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, professeur, surtout en ce contexte de pandémie? Moi, je pense que de toutes les façons, les circoncisions collectives posent autant de problèmes, de risques, de faire des accidents que de laisser les médecins généralistes le faire. Aujourd'hui, même si vous avez le meilleur chirurgien du monde, vous lui ramenez 60 circoncisions. Parfois, c'est beaucoup plus. C'est humainement impossible. Donc, j'ai vu, par exemple, au niveau des hôpitaux, où on faisait 150 circoncisions dans la journée, ce qui est illogique. Dans ces conditions-là, il faut absolument prendre des décisions. Il faut savoir trouver des solutions. Et ne pas imposer un rythme effréné à un chirurgien, même s'il est d'une haute compétence. Pourquoi? Parce que les risques peuvent s'observer lorsqu'il y a beaucoup de malades. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants à circonciser. Il se trouve qu'en Algérie, la tradition veut que ces circoncisions se fassent le plus souvent durant le mois de Ramadan. Et encore... Est-ce que c'est là qu'il faudrait insister, professeur? C'est difficile. Sensibiliser, justement, là-dessus, c'est une émission de sensibilisation,
si on est là, c'est un peu aussi pour attirer l'attention là-dessus, dire que vous avez toute l'année pour faire une circoncision. Pourquoi choisir de le faire pendant le mois du Ramadan? L'idéal aurait été de faire des bases de données où l'enfant est convoqué pour la vaccination et il est convoqué pour la circoncision. À ce moment-là, il y a une répartition à l'échelle nationale, à des dates différentes, etc. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là. Pourquoi mélanger la circoncision avec les vaccinations? C'est parce que c'est un acte préventif qui doit s'insérer dans une démarche préventive. Oui, mais en attendant, il faudrait peut-être lancer un appel à la conscience collective, professeur. C'est sûr, il faut le faire. Mais à partir du moment où on a des solutions, nous avons 60 000 médecins. 35 000 médecins généralistes, pourquoi voulez-vous les empêcher? Il y a certains qui ont une bonne compétence, qui peuvent le faire. Pourquoi les en empêcher? Puisque leur diplôme leur donne droit à pratiquer les petits actes de chirurgie. Oui. Quels sont les soins post-opératoires, Dr Walikan? On a parlé du bilan préopératoire, du bilan préopératoire, de la préparation psychologique aussi avant la circoncision. Les soins post-opératoires. Comment ça se déroule, une préparation psychologique? Psychologique, donc on dit aux parents, c'est-à-dire quand on nous ramène l'enfant. Aux parents ou à l'enfant? Aux parents et à l'enfant. Oui. C'est tous les deux. Écoutez, le stress est plus grand chez les parents, beaucoup plus que l'enfant. Il ne sait pas généralement, surtout quand il est petit, il ne sait pas ce qui se passe. Mais il faut le préparer, parce qu'il ne faut pas l'emmener directement comme ça au bloc, c'est quand même l'inconnu. Il faut lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire. On va enlever cette peau qui ne sert à rien, qui peut ramasser des microbes, etc. Donc on lui explique. Et puis, donc les soins post-opératoires sont tout simples. C'est déjà surveiller s'il n'y a pas d'incidents, qui sont l'hémorragie, surveiller s'il n'y a pas de fièvre, d'infection, un enflement, donc un œdème, un hématome. Et puis, les soins, c'est c'est un lavage au sérum salé, une solution antiseptique. Voilà. Et moi, je préconise toujours de mettre un lubrifiant, de la vaseline toute simple. Voilà, de la vaseline. Quand il y a la couche, le bébé, donc c'est un pansement occlusif. Enfin, moi, on ne met pas de pansement généralement. Quand c'est bien, quand il n'y a pas de saignement, quand l'hémostase est jugulée, donc on met la vaseline et puis ça cicatrise au bout de 7-10 jours. Voilà. On autorise le bain au bout de la 48e heure, 72e heure, et puis tout se passe très bien. L'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on utilise du fil résorbable, donc on n'enlève même pas les points par la suite. Il y a moins de traumatisation en fait, pour les enfants. Oui. On a parlé un peu des conditions idoines pour le déroulement d'une circoncision. À défaut, quels sont les risques? Les risques d'infection, peut-être? Oui, en dehors des conditions d'asepsie, c'est clair que c'est un acte chirurgical. On va aller quand même créer donc une plaie, une cicatrice. Ça sera une porte d'entrée. Si on n'utilise pas les instruments stériles, on ne porte pas les gants, on n'utilise pas une solution antiseptique, donc on pourrait y avoir une porte d'entrée, donc l'infection. Mais le risque majeur, c'est l'hémorragie. Oui. Voilà. Il y a le risque aussi d'enlever plus de peau qu'il en faut. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est un acte chirurgical avec des repères. Il faut avoir le banc, il faut tracer la ligne où on doit couper ce prépuce, cette peau en plus. Parce qu'il y a justement le cas des bébés. Enfin, de Constantine, c'était la blessure des glands, justement. Les glands, carrément. On a coupé les glands et le gland a été sectionné. Peut-être pas par défaut de repères, on n'a pas pris bien nos repères. Et puis il y a aussi les bébés qui ont souvent un pénis enfoui. Ils s'enfuient, c'est-à-dire ils rentrent dans le périnée. Pourquoi? Parce qu'il y a la masse adipeuse. En fait, il y a un panicule adipeux qui est juste au-dessus du pénis. Donc quand c'est trop petit et que ça rentre, on peut dire aux parents de retarder la circoncision plus tard. Il y a le facteur fatigue également. Oui, aussi, ça c'est exactement. Voilà. À quel moment on peut parler d'une reprise de circoncision? Oui, alors la reprise de circoncision par rapport aux accidents. Nous, généralement, on nous ramène les reprises de circoncision quand la peau a été enlevée
pas suffisamment. Pas totalement, ouais, c'est-à-dire on laisse toujours un peu. Donc pratiquement, on n'a rien fait. Si la peau est... la peau, en plus qu'on devait enlever, on a enlevé peut-être le tiers. C'est-à-dire une circoncision incomplète. Tout à fait, voilà. Et donc on laisse une partie, ça pose un problème. Et ça, c'est toujours, c'est les mêmes facteurs. C'est toujours lorsqu'il y a la fatigue, il y a énormément d'enfants qui attendent. Donc, et c'est fait un peu à la série. Oui. Donc on passe. C'est pour ça qu'il faut peut-être qu'il y ait moins de personnes à circonciser et le faire dans de bonnes conditions. Oui. Alors les enfants aussi obèses ou en surpoids, ça aussi c'est un gros problème. C'est un problème aussi. Oui, par rapport au, justement, j'en parlais, les enfants obèses qui ont une verge enfouie, voilà, ça pose problème. Bon, après, il faut prendre les bons repères. On a le droit de les circonciser, oui, voilà. Bien sûr. Ces cas particuliers, il faut les laisser aux chirurgiens. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, voilà, il faut les adresser, il faut... Alors, une question justement du public aussi ou des téléspectateurs. Un aspect enflé rouge, est-ce normal après une circoncision? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça enfle. Écoutez, c'est une agression. On a été coupé. C'est un trauma qu'on a on a traumatisé. On a utilisé un bistouri ou des ciseaux. On a suturé, etc. Donc, il faut donner le temps à la cicatrisation. Ça va rougir, ça va bleuir sur l'endroit où on a mis l'anesthésie. Il y a des bleus qui vont apparaître aussi. Il y a donc l'enflement, l'œdème. Il y a aussi un point très important. Et souvent, les parents qui nous appellent nous disent il y a un liquide jaunâtre, c'est infecté. En fait, non, c'est la fibrine qu'il ne faut surtout pas toucher. Voilà, et il faut laisser, il faut bien nettoyer, mettre du sérum salé et puis d'accord. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Peut-être un dernier conseil, professeur, par rapport à la circoncision. Moi, je pense que ce que je peux dire, c'est peut-être, surtout dans les zones rurales, il faut expliquer aux gens qu'il faut faire la circoncision tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit rentré à l'école pour le faire. Oui. C'est très important, il faut le faire avant 5 ans. Je sais que c'est un peu difficile parfois, mais il faut le faire avant 5 ans pour différentes raisons. La première, je pense, c'est un acte préventif. Plus on intervient tôt, mieux ça vaut pour l'enfant parce qu'on va le protéger au cours de son développement. Absolument, à condition de le faire dans les bonnes conditions, comme vous venez de le dire. Alors, on passe un peu au deuxième thème de cette émission, je l'annonçais tout à l'heure. On parle de circoncision, mais aussi du jeûne des enfants. Alors, même s'il ne fait pas très chaud cette année, on fait quand même un jeûne assez long, on jeûne quelque chose comme 15 heures. Est-ce qu'on devrait laisser nos enfants jeûner ? Professeur, nos enfants, j'entends dire, avant la puberté. Hein. La tendance aujourd'hui est de ne pas beaucoup contrarier l'enfant. D'accord. Et on sait que les enfants... c'est bon à savoir. Oui, et on sait que les enfants prennent comme exemple, comme symbole, leurs parents ou leur environnement. Et lorsqu'ils voient que ses parents font le jeûne, ils veulent les imiter. Donc c'est difficile. Là, il faut être peut-être psychologue et pédagogue. Si l'enfant est très jeune, bien sûr, on peut trouver toujours des astuces. Par exemple, le jeûne de la demi-journée pour les enfants de 5-6 ans. Les horaires donc jusqu'à midi ou jusqu'à 11 h, l'enfant se réveille à 9 h. Donc c'est un décalage en quelque sorte de son petit déjeuner, etc. Donc il faut peut-être avoir une démarche un peu pédagogique avec l'enfant. Pour les enfants qui ont dépassé 7 ans, donc entre 7 et 10 ans, là, on peut peut-être leur permettre de faire le jeûne, mais on doit prendre quelques mesures. D'abord, il ne faut pas qu'il se réveille tôt, donc il faut qu'il ait son sommeil normal. Deuxièmement, il faut l'aider avec le suhoor. Le suhoor contenant des sucres lents. C'est-à-dire comme le couscous ou des dattes ou du pain, etc. Je vais y revenir. Voilà, ça permet de couvrir une grande partie de la journée et lui donner également à boire, et ce sont les éléments importants. Si l'enfant présente au cours de la journée des maux de tête, qu'il est fatigué, on peut lui donner de l'eau, ça veut dire qu'il a besoin d'eau, il faut lui donner de l'eau. Donc il y a un ensemble de mesures d'accompagnement qu'on doit faire. Voilà, un entraînement. Alors cela est explicite dans la religion, le jeûne n'est obligatoire qu'à partir du moment où un enfant est pubère. Comment le savoir finalement pour expliquer? Ça peut être une question, ça peut paraître comme une question naïve, mais comment savoir que mon enfant est pubère? Écoutez, c'est très simple. Je pense que chez la fille, c'est voyant, c'est avoir... Alors chez les filles, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Chez les garçons aussi. Donc si on discute avec ses enfants, comme a dit le professeur Hayaté, on est pédagogue avec ses enfants, on doit communiquer. C'est quand la voix doit leur expliquer. C'est ça, le premier symptôme? Non, c'est les symptômes, je pense. C'est la sécrétion séminale. C'est ça. C'est avoir ces sécrétions séminales chez le garçon. En fait, les fuqaha ont
effectivement résolu ce problème-là. Oui. Lorsqu'on ne connaît pas ces astuces un peu médicales, c'est à 15 ans, c'est ça? C'est 15 ans. Oui, d'accord. Donc, à 15 ans, on considère que le boulot est fait, donc est atteint, et la personne devient un peu, en quelque sorte, majeure. Et là, elle est obligée de faire la prière et de faire le jeûne. Alors, je pose cette question parce que parfois on est un peu perdu. Hein. C'est pas tous les parents qui parlent de tous les sujets avec leurs enfants. C'est pour ça que je pose. Des sujets tabous, absolument. Oui. L'idéal serait justement d'en parler. Alors, notre volume. L'humain est majoritairement liquide, hein. L'eau rentre dans notre volume du sang, la température du corps, le cerveau, la salive, les cellules, enfin, les déchets du corps, l'hydratation de la peau. Est-ce que nos enfants ne risquent pas d'être déshydratés quand on les laisse jeûner, professeur ? 80% de la composition du corps chez l'adulte, c'est de l'eau. Et chez l'enfant, c'est plus de 90%. Chez le nourrisson, enfin le nouveau-né nourrisson, c'est plus de... Donc ici, l'enfant a besoin d'eau, comme d'ailleurs les personnes âgées ont besoin d'eau. Donc il faut leur donner de l'eau en quantité suffisante et répéter. C'est vrai que parfois l'enfant n'arrive pas à prendre beaucoup d'eau, mais il faut également toujours des démarches un peu... Moi je dirais compenser, excusez-moi, c'est-à-dire il n'y a pas que l'eau, il y a des jus de fruits, il y a des soupes, donner des soupes. Bien sûr, voilà, tout ce qui est liquide. Des laitages, voilà, pour du moment que l'eau n'est pas... Oui, mais est-ce que l'enfant est exposé au risque de déshydratation plus qu'un adulte, j'ai envie de dire ? Non, si, ça dépend des conditions. Si c'est un enfant que vous lâchez dans la rue, et il va jouer avec les enfants toute la journée en train de jouer au foot alors qu'il a 7 ans et il a jeûné. Ça pose un réel problème parce que là, il a dépensé beaucoup de calories, il a beaucoup sué, donc il a eu une élimination d'eau par la sudation. Et donc là, il est exposé effectivement à pouvoir présenter donc un besoin important d'eau. Il faudrait donc dire que... Donc ça rentre dans le cadre de la surveillance. Lorsqu'il fait chaud, il ne faut pas le laisser également dehors. Exposé au soleil. Tout ça, c'est des problèmes qui peuvent consommer beaucoup d'eau. Et donc, il faut toujours prendre ces précautions. Éviter l'effort lorsque l'enfant jeûne, en fait. Exactement. Voilà. Oui. Alors, les besoins chez l'adulte, ce sont à peu près 2 litres d'eau. Chez l'enfant, c'est pareil ? 1,5 litre. C'est moins. Ça dépend également de ce qu'il en fait avec cette eau-là et dans quelles conditions il est. Si c'est un enfant qui est à l'intérieur de la maison, qui ne bouge pas beaucoup, etc., donc ses besoins sont certainement beaucoup moins que c'est un enfant qui est dans la rue toute la journée en train de courir. Donc ça dépend tout est lié aux apports et à ce que vous éliminez. Oui. Alors, c'est une question sur Facebook également, une question sur la page de l'émission. Alors, c'est une maman qui demande si son enfant de 13 ans et qui fait du sport à raison de 2 fois par semaine, est-ce qu'il peut jeûner? Est-ce qu'il y a un risque sur sa santé? S'il a 13 ans, de toutes les façons, il est conscient de ses besoins, de ce qu'il fait, etc. Surtout s'il fait du sport depuis longtemps. Donc, normalement, il a déjà cette conscience, si vous voulez, des efforts qu'il est en train de fournir. Là, il faut prendre toujours des précautions, comme je l'ai dit. Il faut préparer la journée du sport par des sucres lents. C'est très important. Il faut respecter également le sommeil. La part du sommeil est très importante. Ça, c'est très important. Et faire en sorte qu'il soit bien hydraté au moment de la rupture du jeûne, durant les heures qu'il a. Jusqu'au soir. Oui. Alors, il y a une autre question également qui est sur la page de l'émission. Mon enfant aussi a 13 ans. Et il jeûne pour la première fois cette année. Il a perdu beaucoup de poids depuis le début du ramadan. Devrais-je m'inquiéter ? Ça dépend. Ça dépend du poids initial. Je pense que beaucoup d'enfants aujourd'hui en Algérie ont un surpoids. Tout à fait. Et peut-être le ramadan est une occasion pour revenir à un poids normal. Et ça, c'est même les enquêtes qui ont été faites, notamment par le ministère de la Santé, montrent aujourd'hui que pratiquement 25% des enfants à cet âge-là ont un surpoids. Il est impératif de combattre ce surpoids parce qu'il va, si vous voulez, s'incruster et le poids qui est gagné va être très difficile après la puberté de perdre. Et ça va, si vous voulez, exposer l'enfant
à beaucoup de pathologies, notamment l'hypertension, le diabète, etc. Oui, mais s'il n'est pas en surpoids, à quel moment on devrait s'inquiéter justement? Moi, je pense que c'est pas inquiétant parce que en fait, c'est un seul repas, voire 2 repas par jour. J'ai envie de dire jusqu'à combien si cet enfant a perdu par exemple 5 kilos depuis le début du ramadan ou 4 kilos, est-ce que c'est inquiétant? Après, je pense que ça dépend aussi du poids qu'il a perdu. Oui, ça dépend du poids initial, comme a dit le professeur Khayaté. Moi, je ne pense pas qu'on va quand même perdre 5 kilos ce qui a un autre problème d'être à côté. S'il ne mange pas, s'il n'a pas d'appétit, il jeûne, en plus il ne mange pas. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un point positif que l'enfant perde quelques kilos, parce qu'en fait, il n'y a plus de grignotage durant la journée, il ne se rabat plus au sucre, au goûter, aux collations répétées de la journée, donc il a un seul repas. Et je pense parce qu'on privilégie peut-être plus de légumes, il mangera plus de légumes, plus de fruits, il ne coupe pas en fait sa faim avec le fast-food. Des grignotages, comme vous disiez, oui, exactement. De toute façon, la conduite à tenir est différente, puisqu'il a 13 ans, effectivement, ça ne pose pas de problème. Mais s'il avait 7 ans, peut-être on aurait peut-être eu une autre conduite. Oui. Non, mais là, c'est parce qu'il jeûne tout le ramadan, en fait. Un enfant de 7 ans jeûnerait un jour ou deux, je ne pense pas qu'il perde beaucoup de poids. Alors, comment les surveiller, professeur? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Par exemple, chez un enfant qui a 9 ans ou 8 ans, aujourd'hui, la tendance est de jeûner de plus en plus jeune, parce que les enfants ont tendance à se concurrencer. C'est vrai, c'est le cas. Oui. On les voit de plus en plus jeunes à observer le jeûne du ramadan qui peut être éprouvant parfois. Comment les accompagner? Comment les surveiller? La soif et la faim sont C'est normal, on va dire. Non, je veux dire que la personne les exprime parce qu'elles sont médiées par des hormones cérébrales et donc il y a une sensation de soif, il y a une sensation de faim. Lorsqu'elle devient importante, l'enfant va au frigidaire et se sert. Donc ça c'est clair. Pour les enfants un peu plus grands, parfois, donc ils n'osent pas le faire, mais il y a des signes, par exemple le mal de tête. Je ne parle pas du mal de tête du premier, deuxième jour parce que c'est tout à fait normal, c'est des habitudes. Lorsqu'on rompt ces habitudes-là, nous avons un petit mal de tête, même pour les adultes. Mais si ce mal de tête s'exprime pour quelqu'un qui a déjà fait plusieurs jours, là, il faut penser peut-être à une insuffisance d'apport qu'il faut corriger. Où l'enfant également peut se réfugier dans le sommeil. S'il passe son temps à dormir toute la journée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut l'aider par des apports conséquents. Oui. Alors, quel conseil peut-on donner aujourd'hui aux enfants ils sont en pleine période de devoirs et d'examens en ce moment, c'est un peu compliqué avec le ramadan. Quel conseil peut-on donner à ceux qui jeûnent? Alors dormir, il faut bien dormir surtout, parce que nos enfants veillent, on le voit, on le sent, il y a la technologie, la télévision, donc il faudrait qu'ils dorment pour récupérer et manger donc sainement, manger le premier repas lors de la rupture du jeûne, et puis les aider à bien manger. On privilégiera des légumes, des fruits et au suhour, des céréales. Voilà, il faut se baser sur ça, faire des petites recettes, sympathiques. Professeur, est-ce que Ramadan et révision sont incompatibles? Non, pas du tout. C'est un problème d'organisation au niveau de la maison. Comment s'organiser au mieux? Je pense que dans l'équation, le sommeil doit être préservé. Ça, c'est l'élément capital dans la vie de l'enfant. Si on arrive à lui donner un temps de sommeil conséquent, il peut se dépenser par la suite. Et bien sûr, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mesures d'accompagnement qui sont les sucres lents. C'est très important parce qu'ils permettent de couvrir la partie faim, si vous voulez, avec l'hydratation. C'est copieux, en fait. Et à ce moment-là, donc, les heures de travail ne devraient pas poser beaucoup de problèmes. Oui. Alors, il y a le docteur Mjdel qui est de retour. J'espère que ça va mieux déjà. Très bien, merci. Oui. Alors, vous nous parlez aujourd'hui on parle avec mes invités du jeûne chez les enfants. Avec vous, on va parler du jeûne des personnes âgées. Absolument. Bonsoir, messieurs, dames. Nous parlerons ce soir du jeûne chez les sujets âgés, du jeûne chez les personnes qui ont dépassé l'âge pratiquement de 65 ans. Il y a des particularités Absolument, beaucoup de particularités. Exactement comme chez les enfants, comme lorsqu'on parle
de l'inconvénient d'être petit à l'inconvénient d'être âgé. Il faut savoir que les personnes âgées ont des caractéristiques assez particulières, particulièrement ont besoin d'eau. Il faut savoir que les besoins de l'eau chez le sujet âgé sont pratiquement les mêmes que chez l'adulte jeune. Les besoins énergétiques chez les sujets âgés sont aussi pratiquement un tout petit peu abaissés, de l'ordre entre 1800 et 2000 kilocalories par 24 heures, comparativement à un adulte jeune qui va aller jusqu'à 2500, 3000 kilocalories par 24 heures. Ce sont des besoins qui sont exprimés par son organisme. Les besoins nutritionnels ne sont pas très très différents. Le jeûne chez les sujets âgés peut comporter des risques particuliers, notamment lorsque ces personnes-là sont atteintes de maladies chroniques qu'elles ne sont pas bien suivies, qu'elles ne consultent pas régulièrement leur médecin traitant ou qu'elles ne tendent pas l'oreille aux conseils de leur entourage. Alors, pour ce qui est de l'état d'hydratation, il faut savoir aussi que l'élimination de l'eau chez les personnes âgées est plus ou moins importante parce qu'il existe une sorte de résistance rénale à une hormone qui empêche la diurèse, l'élimination des urines, et la fameuse hormone antidiurétique. Il existe une sorte de résistance rénale à cette hormone-là, ce qui fait que l'élimination de l'eau est plus importante et donc les besoins en eau des personnes âgées sont plus importants. Et lorsqu'on dit l'eau, on dit la masse musculaire, parce qu'il faut savoir que la grande majorité de la réserve hydrique organique chez nous est contenue dans les muscles. Un jeûne très prolongé et qui est important va faire perdre de l'eau et va faire perdre de la masse musculaire. La masse musculaire qui est responsable de notre tenue, qui dit masse musculaire diminuer, dit faiblesse des sujets âgés, dit risque de chute à titre d'exemple, de fracture et d'une spirale pathologique qui peut être fatale chez ces personnes-là. C'est pour cela que nous disons encore une fois que si le jeûne peut renforcer l'immunité chez tout le monde, effectivement, il n'est pas sans risque chez les personnes âgées. Oui, on n'arrête pas de le rappeler justement depuis le début de ce mois sacré, de revenir à chaque fois justement à son médecin traitant pour savoir si on peut jeûner ou pas. Quels sont les conseils qu'on peut donner justement aux personnes âgées, Dr Mjdel? Alors, quel que soit l'état physiologique ou pathologique de la personne, nous conseillons avant l'arrivée du mois sacré aux personnes âgées d'aller consulter un médecin, qu'il soit suivi pour maladie chronique ou non, qu'il expose son état physiologique à un médecin qui l'écoute, et qui lui donne le droit de le conseiller avant l'arrivée du mois sacré, et évidemment de compléter si la nécessité l'exige par des examens biologiques pour vérifier sa capacité et s'il est prêt à accomplir le jeûne ou non. Dans un deuxième temps, nous conseillons une hydratation assez soutenue chez les personnes âgées après la rupture du jeûne. Il ne faut pas oublier de le rappeler à ces personnes-là. Nos conseils se dirigent non seulement aux personnes concernées, mais aussi à leur entourage, à leur famille. Nous avons la chance de voir dans notre société que les sujets âgés vivent en famille, entourés. Et donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas hésiter de rappeler à ces personnes-là de boire assez d'eau. L'alimentation ne doit pas manquer aussi d'éléments nutritifs protéiques, des protéines animales, de la viande, et des protéines végétales qui peuvent être contenues dans les fruits, les légumes secs, etc. Il faut éviter évidemment de s'exposer à des conditions climatiques extrêmes. Nous sommes dans un pays où le mois sacré se présente dans des saisons chaudes le plus souvent. Il faut éviter à ces personnes-là de s'exposer à une chaleur trop importante pendant la journée. Il faut éviter de faire trop
les marchés, les rues, etc., les sorties, mais aussi il faut éviter de s'exposer au froid parce que le froid oblige, si vous voulez, l'organisme à griller plus d'énergie pour se réchauffer et donc peut aussi mettre la vie et la santé de ces personnes-là en danger. En dernier lieu, je vais dire qu'il ne faut pas hésiter à tendre la main à ces personnes-là lorsqu'on voit qu'elles n'arrivent plus à assumer le jeûne, lorsqu'elles sont trop fatiguées, lorsqu'elles ont mal à la tête, lorsqu'elles somnolent énormément. Il ne faut pas hésiter à les interpeller pour aller consulter et pour mettre au point leur état de santé pendant le ramadan et leur expliquer que cette pratique religieuse n'est pas là pour détruire notre santé, mais plutôt pour préserver notre bien-être mental et physique. Oui, absolument. Merci beaucoup, Dr Mchdel, de nous avoir, pour toutes ces explications. Justement, vous me tendez une perche. Je reprends là où vous êtes arrêté. Vous avez parlé de cet accompagnement que doivent avoir l'entourage pour la famille. Vous avez parlé aussi des maladies qui peuvent interdire le jeûne chez les personnes âgées. Est-ce qu'il existe des problèmes de santé chez l'enfant aussi qui peuvent être incompatibles et qui peuvent interdire en quelque sorte le jeûne pour l'enfant? Oui, c'est toutes les maladies qui s'accompagnent d'une pathologie chronique, par exemple un asthme grave, une atteinte rénale, une atteinte hépatique. Le diabète aussi. Le diabète. Oui, le diabète de type 1 surtout. Oui, donc, toutes ces pathologies-là qui nécessitent la prise de médicaments à des moments bien précis dans la journée sont en contradiction avec le jeûne. Donc on ne peut pas faire jeûner quelqu'un qui est malade et qui doit prendre des médicaments et surtout qui doit avoir un rythme biologique bien standardisé, bien codifié dans la journée. Oui. Alors, on parle beaucoup, dans cette émission, des enfants qui jeûnent à l'occasion. Alors, pour les adolescents, par exemple, qui jeûnent aussi pour la première fois ou pour leur deuxième année, si on remarque ce que disait tout à l'heure justement le docteur Mchdel par rapport aux personnes âgées, des enfants qui dorment beaucoup, est-ce que cela aussi devrait nous inquiéter ? Devrait tout au moins attirer notre attention et notre intérêt. Là, il faut peut-être voir ce qui ne va pas. Si vous avez un enfant qui dort trop, il faut l'emmener chez un pédiatre, c'est clair. Ça peut être révélateur de carence, c'est ça? D'une carence qui peut être une carence affective, mais qui peut être également révélateur d'une pathologie qui est enfouie, qui ne s'exprime pas directement, si vous voulez. Et au cas, il faut bien sûr examiner l'enfant, faire quelques analyses pour voir de quoi il s'agit. C'est clair. Oui. Docteur Waliken, alors beaucoup d'enfants se plaignent également vous allez me dire que ce n'est pas uniquement les enfants, beaucoup de personnes en jeûnant, les enfants aussi se plaignent du ralentissement de leur transit pendant le jeûne. Comment les aider ou est-ce qu'on devrait s'inquiéter encore une fois? On ne s'inquiète pas, c'est tout à fait normal parce qu'on a déjà un seul ou deux repas par jour, mais c'est le manque aussi. Oui, c'est le manque d'eau et le manque de fibres aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut donner beaucoup de fibres et beaucoup d'eau aux personnes, à nous tous, aux personnes âgées plus particulièrement et aux enfants, pour régulariser un petit peu le transit intestinal. Absolument. Voilà. Alors on arrive un peu à la fin de cette émission avec la partie de sensibilisation et de conseils. On va revenir principalement sur les repas, la rupture du jeûne et le suhour. Alors à quoi doit ressembler un repas à la rupture du jeûne pour un enfant? Alors, pour un enfant ou pour un adulte, le problème qui se pose... Peut-être favoriser plus d'eau pour les enfants, pour éviter la déshydratation? D'abord, il ne faut pas commencer par des boissons froides. C'est une tradition qu'on voit. Il faut savoir que l'estomac a une température de 37 degrés et que vous arrivez après un jeûne de 15 heures et vous prenez par exemple un verre d'eau à 0 degré ou à 1 degré, vous stressez les cellules. Donc, d'ailleurs, la personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut éviter. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une soupe ou quelque chose de pas très chaude non plus. Pas très chaude, bien sûr, tiède, qui soit en conformité, si vous voulez, avec les cellules de l'estomac. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième problème, il ne faut pas trop manger.
surtout au début, quitte à étaler en quelque sorte fractionner les repas. Pourquoi? Parce que l'estomac, c'est après 15 heures de jeûne, se rétracte. Elle devient toute petite. Et donc, si vous, en l'espace de 10 minutes, vous enfoncez 1 kg, 1,5 kg de diverses matières, donc elle se dilate d'un seul coup et vous avez d'ailleurs, vous vous sentez mal. Oui. Et, on a un syndrome, le syndrome de dumping syndrome. Absolument. Donc, c'est-à-dire tout de suite, on commence à avoir des sueurs. Des sueurs, donc ça pose... un choc. On n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait développer cet aspect-là. Donc, c'est vrai que ça pose problème. C'est pour ça qu'il faut fractionner. Et d'ailleurs, la tradition des gens du Sud, je la trouve très intéressante. Oui. En ce sens qu'ils prennent un peu de soupe et peut-être un diour ou un morceau de pain, etc. Ils vont faire la prière. Et ils reviennent, et c'est une tradition qui est généralisée dans les pays du Golfe. Et donc, ils reviennent à 10h ou 11h du soir, et c'est là où ils commencent à manger, en quelque sorte, ils mangent leur repas. Et ça, c'est une excellente chose, à mon avis. Ça permet de fractionner. Il faut surtout ne pas mettre dans l'estomac comme ça une quantité énorme de produits très variés. Il faut éviter également les sucreries parce que le ramadan, malheureusement, les gens se sont habitués, alors que c'est un mois qui est destiné c'est-à-dire à pousser les gens à réfléchir et à méditer la situation des pauvres, des gens qui n'ont rien à manger. Et nous, dès que le muezzin lance son appel, on se précipite sur les tables. Ça ne devient plus un mois du jeûne, c'est un mois pour manger, en fait, malheureusement. Et donc, ça, on mange beaucoup de sucre. Et il y a beaucoup de diabète, d'ailleurs, qui se révèle durant le mois de Ramadan parce que, pour des raisons, c'est une sucrerie après une sucrerie. Les gens pensent que le pain contient énormément de sucre. Je crois que c'est 14-15% de la flûte est composée de sucre. Les soupes contiennent du sucre, les conserves contiennent du sucre, plus la zlabia, c'est vraiment j'allais dire, c'est du sucre en barre. Absolument, c'est du suicide. Alors, privilégier peut-être aussi la part belle pour les liquides, Dr Waliken, pour les enfants. Oui, bien sûr. Leur donner beaucoup de boissons. Beaucoup de boissons, les laitages, en yaourt, en lait, voilà. Et des soupes, des soupes. Il faut éviter les sodas. Non, voilà, justement. Les remplacer par des fruits, des jus de fruits nature, sans sucre, ajouté bien sûr. Sinon, on revient aux jus de fruits industriels. Il faut les éviter, malheureusement. Oui, en plus, ils sont très sucrés. Tout à fait. Absolument. Alors, et pour le suhour, alors c'est obligatoire pour un enfant, parce qu'on a tendance à sauter ce repas alors qu'il est très important. Le suhour est extrêmement important, surtout pour un enfant qui jeûne. Et même pour un adulte qui jeûne, vous avez parlé des personnes âgées, c'est également très important. Il faut leur donner, si ça a été prescrit par la tradition, ça veut dire que c'est important. Exactement. Et donc, mais seulement, on ne doit pas manger n'importe quoi, parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est une partie de la soupe. Tout à fait. Du ftour qui revient. Alors que c'est pas du tout ça. Au niveau du suhour, ce qu'il faut, c'est uniquement des sucres lents qui vont couvrir les besoins énergétiques de la journée. C'est-à-dire, c'est essentiellement soit du couscous, si vous pouvez, soit des dattes avec du lait ou du petit lait, ou avec du pain. Donc, ou les céréales, des fruits secs aussi. Donc, des fruits secs. Ces produits-là permettent de couvrir une longue période de la journée. Alors, il y a certains nutritionnistes qui conseillent aussi une petite collation avant de dormir, par exemple pour les enfants. Alors, on a le repas du ftour pour faire en quelque sorte 3 repas. Alors, on mange à la rupture du jeûne, bien sûr, le repas du ftour. On va essayer d'appliquer les conseils du professeur Riadé, donc fractionner un peu. Et puis, avant de dormir, peut-être une petite collation pour les enfants et les réveiller encore une fois pour se faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous savez que la digestion demande 6 heures minimum. Et si vous mangez de la viande est digérée en 8 heures, du mouton. Et donc, vous ne pouvez pas, alors que l'estomac est en train de digérer, lui ajouter encore d'autres. Et donc, l'amener à reprendre sa digestion. Parce qu'il va sécréter des enzymes à des moments différents,
en fonction de l'état de digestion. Oui. Donc, si vous commencez à 20h, donc au moment du Maghreb, et ensuite il est en fin de digestion et vous lui ajoutez des légumes ou de la viande, etc., il va resécréter d'autres enzymes du début. Donc, ça pose des problèmes. Même pour dormir, ça sera compliqué peut-être, hein, parce que parfois, manger juste avant de dormir, c'est lourd. Et ça va le gêner. Donc, c'est pour ça que, de plus, la période est courte. Si vous voulez, si c'est en hiver, où le Maghreb arrive à 5h30, par exemple, ou à 18h, oui, on a une période... Une soirée assez longue. Assez longue. Donc là, on peut imaginer effectivement une collation qui va couper en deux la durée de la nuit. Mais là, non, la durée est trop courte, donc ce sera difficile. Ce sera du gavage beaucoup plus. Hein. Voilà, c'est du gavage. Ça devient du gavage. Oui. Alors, docteur Waliken, le sommeil aussi, c'est un point très important pour les enfants. Oui. Parce qu'il y a en fait, durant je le disais sommeil... tout à l'heure, en plus, qu'ils sont en pleine période justement d'examen. Ah oui, il faut que ça soit un sommeil réparateur, un sommeil bénéfique, au moins 8 heures. Même le sommeil, un sommeil perturbé, ou bien quand on veille, il y a la fameuse hormone, la leptine, qui est sécrétée, en fait, qui est l'hormone de la satiété, normalement. Et si on fait des insomnies où on ne dort pas, cette hormone, elle n'est pas sécrétée, donc automatiquement, on aura faim durant la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut dormir de plus en plus tôt et suffisamment. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot, docteur Waliken, sur la circoncision. Peut-être rappeler aux gens qu'il faudrait faire un bilan préopératoire, c'est très important. Tout à fait. Il faut d'abord consulter, aller chez le pédiatre ou le chirurgien pédiatre ou le généraliste quand il n'y a pas ces spécialités à côté. Et donc consulter, voir s'il y a lieu de faire une circoncision, s'il n'y a pas de contre-indication, faire un bilan préopératoire. Et, éviter les circoncisions collectives aussi. Oui. Surtout en temps de pandémie, attention. Voilà. Il faut le mentionner, oui, parce qu'on reçoit des appels. Aujourd'hui, les chiffres grimpent. Voilà. Professeur Khriati, également, un dernier mot pour terminer. Alors, quel conseil de donner aux parents qui voient leurs enfants observer le rituel pour la première fois? Moi, je pense que nous sommes dans une société où les enfants sont partie prenante de cette société. Il faut les encourager, il faut surtout les accompagner. Comment les accompagner? Par justement différentes mesures. Il ne faut pas les abandonner à eux-mêmes et les laisser faire ce qu'ils veulent. Au contraire, l'enfant, par définition, doit être accompagné pour toutes ces pratiques, si vous voulez, traditionnelles et religieuses. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci, docteur Mejdel, pour votre rubrique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à la technique également. Cette émission est arrivée à son terme à présent. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre page Facebook pour tout commentaire ou suggestion. Je vous souhaite Sahaf Tolkom et je vous vois mardi prochain. Au revoir.